Bienvenue dans Briques de Rules, le podcast immobilier sans langue de bois. Je suis Henri de l'agence immobilière Briques et je vous invite à découvrir nos aventures et celles de tous nos clients à travers notre quotidien. Vous saurez tout sur nos victoires, nos moments de doute et tout ce que nous vivons jour après jour en réalisant des centaines de projets de vie. Pour cette première saison, je vous propose d'apprendre à mieux nous connaître en découvrant nos parcours, notre fonctionnement et notre vision de l'immobilier. On se retrouve donc tout de suite pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles si ça vous a plu. Laissez-nous également votre avis et en attendant, installez-vous confortablement et bonne écoute. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je me trouve dans le fauteuil de l'invité. J'ai eu la chance d'interviewer tous mes associés respectifs, John, Max et Gaëtan, sur leur parcours respectif. Et aujourd'hui, c'était mon tour de passer sur le grill et je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir une personne externe à l'entreprise pour m'interviewer ? Et du coup, j'ai challengé ma compagne Sophie, qui partage mon quotidien depuis 8 ans aujourd'hui, qui en plus de ça a fait les mêmes études que moi. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être la bonne personne pour le faire. Et donc voilà, aujourd'hui, je suis avec elle en plateau et c'est elle qui me posera les questions. Merci pour cette présentation. Bonjour à tous. C'est vrai que quand tu m'as demandé de prendre ta place au temps d'un épisode pour aborder ton parcours, j'ai réfléchi à la manière dont je souhaitais orienter mes questions. Est-ce qu'on partait plutôt sur le côté entrepreneurial, qui fait indéniablement partie de ton quotidien ? Ou alors est-ce que j'abordais plutôt en détail des questions ciblées sur l'immobilier ? Bon, ça c'est pas du tout mon expertise et je pense que vous le faites d'ailleurs très bien à travers tous les épisodes de ce podcast. Mais ça reste quand même le sujet au centre de ce podcast, donc je ne savais pas trop. Je me suis aussi demandé si j'allais plutôt orienter cet échange uniquement sur des questions liées au marketing. Et en fait, finalement, je me suis dit que j'avais envie d'aborder tous ces sujets parce qu'ils sont interconnectés et qu'en fait, ton rôle de patron, même si je sais que tu n'aimes pas cette expression, t'amène à gérer de toute façon l'ensemble de ces sujets et bien plus au quotidien. Donc, tu connais mon côté très carré et organisé. Alors, je me suis dit qu'on pouvait d'abord commencer avec ton parcours, ce qui t'a amené à créer Briques, pour ensuite aller un petit peu plus loin dans les sujets de l'immobilier et du marketing. Ça te va ? Ok, c'est parfait. Ok, super. Donc, on commence avec ma première question. Tout le monde te connaît comme étant gérant d'une agence immobilière, mais c'est vrai que toi, à la base, tu n'as pas fait d'études en immobilier. Tu n'as d'ailleurs même pas ton IPI. Est-ce que tu peux un peu reprendre du début ton parcours scolaire ? Donc, nous dire à quelles études est-ce que tu te prédestinais quand tu as fini tes secondaires ? Oui, écoute, parcours assez classique. Le collège, voilà, pas un élève modèle, plutôt l'élève qui aime bien d'être au fond de la classe, qui dort, qui n'est pas trop intéressé par ce qui se passe en classe. Je m'en suis toujours sorti avec la moyenne. Je comptais mes points pour dire de ne pas trop devoir étudier, avoir tout pile le 10-12 qu'il fallait pour dire de ne pas décevoir les parents. Voilà. Alors, à la sortie du collège, comme n'importe quel enfant de 18 ans, en tout cas 9 sur 10 de mon point de vue, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et c'est vrai que j'avais ce petit côté un peu insolent, un peu condescendant aussi parfois. Ah bon ? Et du coup, mes parents m'ont dit, écoute, tu devrais essayer de faire des études de droit, tu as quand même certaines capacités. C'est vrai que j'avais des facilités pour étudier, ça allait très vite, je m'en sortais toujours avec la moyenne parce que je voulais en faire le minimum. Et ils m'ont dit, écoute, le droit, c'est peut-être quelque chose qui te correspond, parce que tu es quand même très, comme toi, très carré. Moi, tout est au millimètre, c'est noir ou c'est blanc, il n'y a pas de zone d'ombre possible. Donc je me suis orienté là-dedans. La problématique, c'est que je me suis fait un peu broyer par le système. Je suis arrivé dans une ville universitaire à Louvain-la-Neuve qui ne me correspondait pas du tout. Moi, je viens de Moucron, une toute petite ville, c'est un village. J'ai vraiment vécu dans un petit cocon familial super confortable, super douillet. Et là, je me retrouve livré à moi-même à l'autre bout de la Belgique et dans une ville qui est complètement démente en fait. Quand on découvre ce milieu, c'est vrai c'est la fête partout, tout le temps, à n'importe quelle heure du jour, de la nuit. On se retrouve dans des amphithéâtres, des auditoires, on est 1000. Si on n'arrive pas 30 minutes avant le cours, on n'a pas de place pour s'asseoir. Sachant que moi je suis toujours en retard, donc ça ne faisait pas. Je me retrouve avec un premier quadrimestre où j'ai 45 heures de cours, alors qu'on m'avait dit que normalement c'était 20-25, donc c'est très perturbant. Et en fait, je me prends un mur. Je me prends un mur parce que j'étais pas prêt à ça, parce que je ne savais pas ce que c'était, et que en plus de ça, ça ne convenait pas du tout à qui j'étais. Donc j'ai très rapidement arrêté le droit en fait, pas parce que j'aimais pas, mais parce que le fonctionnement me plaisait pas du tout. Donc je me suis orienté sur la communication, toujours à Louvain-la-Neuve, parce que j'avais pris un appartement là-bas. Et pareil en fait, je me suis pas du tout retrouvé dans ce système où j'ai entendu des choses, même venant d'amis parfois, qui me disaient non,
moi je te file pas les notes parce que j'étais malade, j'étais pas allé en cours. Non, non, moi je te filerai pas les notes parce que tu vois, si on devient journaliste, parce que comme c'est une des débouchés, il y aura pas beaucoup de place, donc c'est mort. Si je te donne les notes et que tu as meilleur que moi, c'est toi qui vas être pris. Enfin, vraiment un fonctionnement très très particulier qui m'a complètement déplu. Et donc, la communication, c'était pour partir sur le journalisme? Franchement, je ne savais pas du tout. C'est la com parce que j'avais des amis qui étaient dans cette fac de communication, dans cette même ville, et que moi j'avais besoin à ce moment-là absolument de repères dans ma vie. Je me sentais seul à l'autre bout du monde, alors que c'était pas si loin que ça, mais dans ma tête c'était comme ça en tout cas. Et j'avais besoin de repères, j'avais besoin de me dire ok, je vais me fondre dans un groupe euh, avec vraiment des habitudes, des routines, parce que je les connais, ce sont des amis, des connaissances de mon école en fait, et ça va aller. Et en fait ça n'a pas du tout été. Donc j'ai très très rapidement arrêté aussi la communication. Donc j'ai passé une année vraiment en dilettante où je faisais que culpabiliser d'avoir pour la première fois dans ma vie connu l'échec, de ne pas réussir dans mes études alors que j'avais toujours eu des facilités à l'école. Ça a été super dur à accepter pour moi, pour mes parents aussi, c'était nouveau, donc ils essayaient de comprendre. Ils ont été super là-dedans parce qu'ils m'ont pas brusqué, ils m'ont pas dit t'es un bon à rien, t'as rien foutu, tu veux pas étudier, t'es un fainéant. Ils ont compris qu'il y avait un problème qui était plus haut que ça en fait, et qui n'était pas vraiment lié à ma volonté ou mes capacités de le faire. Ils m'ont quand même dit en fin d'année, écoute, essaye de faire un maximum de tes examens, conscient que j'avais pas été à un seul cours de l'année pratiquement. Ça m'a quand même bien aidé. Effectivement, j'ai eu quand même cette prise de conscience de me dire, bah, en fait, il faut que je fasse ces examens, parce que dans tous les cas, ça peut m'aider pour d'autres études derrière. Mais je savais toujours pas à ce moment-là ce que je voulais faire. Voilà, donc je passe quelques examens, en tout cas ceux que je peux faire. J'en réussis quelques-uns, j'en rate quelques-uns, voilà. Résultat des courses, je me retrouve en juillet-août, là, après la session d'examen, et je me dis, bah, qu'est-ce que je fais? En septembre, ça recommence. Maintenant, je dois trouver ma voie. Mes parents me disent, on te donne une deuxième chance, tu peux avoir un cote ailleurs, mais il faut que tu viennes avec du concret. On va pas te dire, tu fais ci, tu fais ça. Donc ils m'ont quand même orienté, ils sont tous les deux comptables, ils m'ont dit, bah tiens, on va aller voir l'école de comptabilité, parce que eux, c'était leur zone de confort. Moi qui déteste les chiffres et qui déteste jongler avec ça, franchement, je me suis retrouvé dans cette école-là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce délire? Moi, ça ne va pas aller, quoi. Donc ils étaient un peu dépités, et je les comprends, parce qu'ils sont un peu désarmés par rapport à cette situation. Je suppose que ça doit être le cas de plein d'autres parents, ce que je trouve personnellement, petite parenthèse, que le système éducatif, en tout cas en Belgique, il n'est pas bien pensé pour cette transition entre l'école secondaire et les études par la suite. On valorise trop le fait de devenir médecin, avocat, ingénieur, tout le reste étant limite de la merde, alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut arriver très loin dans la vie sans avoir fait aucune étude et qu'au contraire, il faut faire quelque chose qui nous passionne et c'est ça qui nous permet d'aller plus loin. Je ferme la parenthèse pour revenir du coup à mes études et en fait, la réflexion, elle s'est faite un peu comme avec la com à Louvain-la-Neuve, c'est que je me suis dit, bah, je sais toujours pas ce que je veux faire. Et puis j'avais mon meilleur pote, Louis, qui était dans la même situation que moi, qui lui s'était cassé les dents, mais à Mons, dans une autre ville. Alors lui, il a tout fait aussi, hein. Il a fait du droit, il a fait de l'espagnol, alors qu'on n'avait même pas fait d'espagnol à l'école. Perdu de chez perdu, comme moi, et on s'est dit, bah, tu sais quoi, on est tous les deux perdus. On a toujours fonctionné en binôme ensemble depuis qu'on s'est marché, littéralement depuis la maternelle. Et en fait, c'est lui qui est venu avec un programme d'une université qui est en fait une haute école à vocation universitaire. Donc on peut y faire un master, mais c'est pas reconnu comme une université au sens strict du terme. Et on est allé à la porte ouverte. Et en fait, ce qui nous a plu, c'est que on a, oui, compris qu'il y avait des amphithéâtres, beaucoup de théories, etc. C'est normal, mais qu'il y avait aussi une notion très pratique où on allait toucher à des caméras, toucher à des ordinateurs, des micros, enregistrer des sons, essayer de faire des publicités, qui avaient vraiment cette vocation à mettre en pratique des savoirs et pas juste euh, agglomérer, entre guillemets, et ingurgiter plutôt des syllabus et du contenu bêtement et méchamment. Cette école, c'est l'IEX. C'est là où Louis et moi, on a décidé de faire nos études. On y a fait notre master en publicité. Donc, c'est un bachelier de 3 ans en com et puis 2 ans de marketing et publicité. Ça a changé ma vie, clairement, parce que, bah, pour plein de raisons. Parce que j'ai pris conscience qu'en fait, le fait d'être dans la publicité et le marketing, ça m'ouvrait les portes de à peu près ce que je voulais. J'étais pas obligé de travailler dans la pub et le marketing dans une agence. D'ailleurs, je l'ai jamais fait et ça ne m'a même jamais intéressé. Mais par contre, j'ai pris conscience que de savoir gérer un branding, gérer une marque, la créer, la développer, avoir ces notions de consommateur, d'offre, de demande et de pouvoir jongler avec un produit ou un service
pour l'attribuer et le placer surtout dans un marché, eh ben ça m'offrait la possibilité d'aller dans les secteurs qui me plaisaient. Et à cette époque, comment est-ce que tes parents ils prennent le fait que tu quittes une école de com pour retourner dans une école de com? Alors j'ai la chance d'avoir des parents extrêmement compréhensifs et qui me vouent une confiance presque absolue. Euh, Peut-être que je l'ai un peu mérité aussi parce que je pense ne jamais avoir dépassé les limites, etc. J'ai jamais fait de conneries, donc je pense que on se le rend bien mutuellement. Néanmoins, ils m'ont accompagné aussi à cette porte ouverte. Ils ont parlé à des profs en fait de l'UNIF et ils ont compris au même moment que Louis et au même moment que moi que c'était peut-être fait pour nous, ce côté un peu pratique en même temps que la théorie. Et qu'on était paradoxalement pas fait pour recracher des syllabus tels que dans une base purement théorique, mais qu'on avait peut-être ce besoin de mettre un petit peu les mains dans le cambouis et et d'apprendre à faire des choses plutôt que d'apprendre simplement à connaître des choses. Ouais, ils ont compris que ça allait davantage te préparer au monde professionnel. C'est ça. Ils ont pu peut-être, parce que mes parents n'ont pas fait d'études, donc pour eux c'était complètement abstrait tout ce milieu-là, l'université, voilà. Mais quand ils sont arrivés à l'IEX avec moi, ils se sont dit, tiens, bah là il y a du concret. On ne me vend pas simplement des cours dans un amphithéâtre avec 1000 personnes et où il y aura de la sociologie, de la philo, du droit, machin. Là, on leur a expliqué qu'on allait faire des petits films, qu'on allait concrètement travailler avec des entreprises pour aller faire des campagnes publicitaires développées en 360 degrés pour ces gens qui auraient de la publicité en radio, qui auraient du meta-advertising, donc à l'époque c'était pas Meta mais Facebook, qui aurait vraiment une approche multicanale et qu'on allait nous donner des armes pour nous vendre nous-mêmes auprès d'autres sociétés parce qu'on aurait acquis des compétences qui seraient concrètes et réelles et qui ne seraient pas purement théoriques. Et du coup, tu parles de travailler pour des entreprises. Est-ce que c'était interne à l'école ou alors est-ce que tu as aussi fait un stage à l'extérieur du coup? Alors il y a eu les deux en fait, hein, parce que pendant ton bachelier, en tout cas à l'IEX, il n'y a pas réellement de stage. Par contre, tu peux faire un Erasmus, ce que j'ai fait, ou alors un stage en entreprise. Donc je n'ai pas vécu ce stage en bachelier. Par contre, en master, il y a eu deux choses. Il y a eu d'abord un mémoire qu'on a dû faire avec une entreprise, qu'on a dû démarcher nous-mêmes. Pour ne pas les citer, moi c'était Somersby. Et on a dû vraiment aller les démarcher, comme je le dis, et leur proposer de travailler gratuitement forcément pour eux et de mettre au point une campagne sur une problématique réelle qu'ils avaient. On a également travaillé avec la marque Ricard Pernod sur Bruxelles, un peu dans ce même esprit. C'était pas pour mon mémoire, donc c'était en Master 1. Et là, le but, c'était également, ils avaient une problématique de packaging et ils voulaient rajeunir leur image de marque. Et en fait, dans le cadre d'un cours, on a dû tous, par groupe de 4-5, travailler sur une proposition de valeur pour Ricard qui a été soumise sous forme d'un genre de concours en fait, où la marque derrière vient sélectionner le groupe qui leur a le plus plu et on a pu travailler avec eux un petit peu. En Master 2, forcément, c'est le plus important. On a notre stage de fin d'année d'une durée minimum de 3 mois, mais ça peut être plus. Moi, j'ai décidé de le faire chez WeInvest. WeInvest, qui est une agence immobilière complètement disruptive, qui est à Bruxelles, à qui je dois énormément, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en revenir un peu plus par la suite, j'imagine. J'ai fait mon stage pendant 6 mois chez eux. Comment est-ce que ça s'est fait? Honnêtement, je voyais tous mes potes partir en agence publicitaire, dans des gros noms, hein, Publicis, etc., Havas. Et dès le départ, j'ai senti que c'était pas trop pour moi. Ce côté très, tu viens, tu rentres dans une case, tu dois faire ça, tu as ton planning de la journée, à la fin, tu prends tes affaires, tu te barres, tu reviens le lendemain, tu fais ce qu'on te demande de faire. Ouais, et la chance avec l'IEX, enfin moi je le sais parce que je suis aussi passée par là, c'est que tu as des visites en fait dans des agences, tu as des journées qui sont vraiment dédiées à ça, et donc tu peux déjà te projeter et peut-être un peu plus t'imaginer le quotidien Exactement. que ça représente. Exactement. Et c'est vrai que j'ai trouvé très... comme un peu une lumière vers laquelle on est attiré. Quand on rentre dans une agence de pub, c'est vrai qu'il y a ce côté très américain. Tout est beau, c'est des open space, il y a des tables de ping-pong. C'est fun. Hein. C'est fun, et c'est vrai que quand on est jeune, bah, il y a un côté où on se dit waouh, ça va être le dream, tu vois, ça va être l'American life. Sauf que derrière, j'ai senti qu'il y avait quand même un paradoxe. Pourquoi? Parce que j'ai vu les visages des gens qui bossaient là-bas. Et j'ai vu que les sourires, ils étaient plus crispés que vraiment waouh, trop marrant, trop fun, on s'éclate. Et je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Et au-delà de ça, c'est vrai que j'ai toujours eu cette envie de créer des choses et ne pas être tributaire de quelqu'un qui me donne en fait un brief que je dois respecter au pied de la lettre. Ça, c'est ma personnalité, c'est comme je suis.
Et c'est pour ça que je ne me suis pas tourné vers une agence de pub et qu'en fait j'ai vu simplement une proposition de stage d'une ancienne de l'IEX aussi qui travaillait chez Winvest, Laureline, qui avait mis donc sur le groupe Facebook de l'IEX, tiens moi je propose un stage dans ma boîte, etc. Et en fait je l'ai appelée et elle m'a dit bah attends je te passe le patron, John Pham, et lui il m'a fait un entretien au téléphone qui m'a mais cassé la gueule. Dans le sens où il m'a posé des questions auxquelles je ne m'attendais pas. On était très loin des standards de l'entretien d'embauche où ah, et ton CV, et est-ce que tu peux faire une lettre de motivation Lui, il m'a dit clairement, écoute, j'en ai rien à foutre de savoir que tu as été caissier chez Auchan ou Carrefour ou peu importe ce que tu as fait, ça ne m'apportera rien en termes de compétences. Moi, j'ai envie que tu me dises concrètement en quoi tu es différent. Et cette phrase-là, non seulement elle m'a marqué sur le moment même, mais encore aujourd'hui, elle marque mon quotidien. Il y a énormément de choses que j'en retire et que j'ai mis en application dans mon propre quotidien aujourd'hui de patron, même si tu as raison de le dire, j'aime pas ce terme, mais en tant que dirigeant d'entreprise du moins. Ok, et du coup, après ce stage, donc tu finissais ton master, c'était quoi tes premières expériences professionnelles? Alors déjà, j'ai adoré mon stage chez Winvest, ça a duré 6 mois, c'était hyper immersif, j'ai eu tout de suite des grosses responsabilités, c'était une toute petite équipe, hein. On était 6 à l'époque, aujourd'hui ils sont plus de 150 je crois. Donc c'est une scale-up qui a monté, ils ont levé des fonds, enfin voilà, je passe les détails. Beaucoup de respect à leur travail d'ailleurs. Mais le stage était passionnant. Ils m'ont offert une possibilité de travailler chez eux à la suite, donc j'avais un CDI tout de suite, et enfin c'était parfait. Ils m'ont même proposé, parce que j'avais un peu cette fibre commerciale, de passer potentiellement l'IPI chez eux pour être agent immobilier également. Sauf que Bruxelles, j'en pouvais plus. Ça faisait 5 ans que je vivais là-bas. Le côté grande ville, le bruit, les métros, les trucs. Il y avait eu les attentats aussi à Bruxelles entre-temps, ce qui fait que ça m'avait un petit peu cassé au niveau du moral. J'étais plus confiant. Pour pas mentir, je tremblais quand je prenais le métro pour aller travailler tous les matins. Et je me suis dit, attends, moi qui viens de ma petite ville de Moucron où tout le monde se connaît et où il fait bon vivre et où c'est calme, est-ce que c'est ça ma vie? Est-ce que c'est de trembler dans le métro tous les matins en allant bosser? Ou d'être avec ma voiture 2 heures pour faire 7 km parce que c'est bouchon où on n'avance pas? Et je me suis dit non, en fait, je vais péter un plomb, c'est pas fait pour moi. Même si j'adorais le taf, j'adorais l'équipe, et encore une fois, j'insiste là-dessus, je leur dois énormément, j'ai refusé la proposition et j'ai commencé à chercher du travail. Et je suis arrivé en fait au Royal Excel Moucron, qui est un club de foot du coup de mon village. Ça me permettait de me rapprocher de ma famille, de revenir sur mes terres natales, d'être dans le milieu du sport qui est également une passion pour moi. Je ne suis pas du tout dans le football, dans le basket, plutôt dans le basket. Néanmoins, j'aime tous les sports de manière générale. Et c'était une fierté pour moi d'arriver là comme chargé de mission en marketing et en communication dans un club de division 1 qui est donc professionnel, mais qui était forcément accoutumé au fond de classement, hein. C'est un tout petit club et qui n'avait pas beaucoup de budget. Donc j'ai toujours trouvé ce côté très intéressant de partir d'une page blanche sans budget et d'essayer de créer des choses fun pour les supporters, bien au niveau de l'image du club. Et voilà, ça c'était ma première expérience pro. Ensuite, ça ne s'est pas bien passé parce que le club a fait faillite, malheureusement. C'était très très mal dirigé, mais ça c'est un autre débat. Et en fait, je suis arrivé via des relations dans un garage automobile de la région aussi, chez Audi. Et là, je suis arrivé comme fleet manager. Donc en fait, un peu commercial. C'est là où j'ai basculé sur le côté commercial, où en fait mon rôle était de développer la partie B2B du garage. Donc c'était d'entrer en relation avec des sociétés pour essayer de faire des audits sur leur parc automobile, les conseiller. Forcément, on était aux prémices en fait de cette transition énergétique vers l'électrique, l'hybride. Et donc il y avait beaucoup de questionnements dans les sociétés, ce qui m'a permis forcément d'avoir un carnet de contacts professionnel, ce qui m'a permis également d'étoffer mon bagage commercial. L'automobile est une de mes grandes passions également, donc c'était peut-être plus facile aussi. Néanmoins, je suis arrivé là, j'avais 21 ans, 20 ans, je sais plus, 21 ans je pense. Je discute avec des gens qui ont des entreprises avec 300 à 500 employés, et je dois essayer de leur vendre une quinzaine de voitures pour des sommes stratosphériques. Au début, j'avais ce problème de légitimité où je me dis, mais je suis qui moi pour essayer de leur vendre 1 million d'euros de voitures ici? Ça n'a aucun sens. J'ai appris avec l'expérience, et j'ai bien été encadré pour le coup, à prendre ça en main, et voilà, ça m'a appris énormément également. Et donc, tu faisais plus du tout de marketing. Alors, au départ, non, mais par la suite, c'est vrai qu'en discutant avec les patrons, ils m'ont dit, tu Mais as quand même... c'est quand même ton diplôme. C'est ça, ils m'ont dit, c'est quand même ton diplôme, c'est quand même de base ce que tu sais faire. Ils me l'ont jamais caché, qu'ils m'avaient embauché également pour ce profil-là qui les intéressait.
D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai dû passer des interviews avec des psychologues envoyés par la marque pour voir si je correspondais à la vision, etc. Pas du tout. J'ai complètement raté l'examen, enfin c'est ce qu'ils m'ont expliqué, mais ils m'ont quand même donné ma chance de par cette casquette marketing que j'avais en parallèle, en me disant ce qui serait bien c'est que tu développes un peu quand même l'aspect com et marketing du garage qui était complètement inexistant à ce jour. Ok, et du coup, en ayant travaillé en tant qu'employé, du coup, dans tes premières expériences, est-ce que tu ressentais déjà cette envie d'entreprendre ou pas du tout? Ouais, je l'ai eu directement, hein, pour ne rien te cacher, mais tu le sais très bien parce que tu étais à mes côtés à ce moment-là. J'ai eu beaucoup de frustration, que ce soit au club de football, que ce soit au garage. C'était plus pour le garage, je parle, une boîte qui fonctionnait très très bien, mais moi je voyais toujours le potentiel qu'elle avait et j'avais cette frustration de me dire on peut faire mieux, on peut faire beaucoup mieux si on s'en donne les moyens et ça va pas coûter des mille et des cents. C'est juste une question d'envie, de créativité, de process, de mettre en place des choses. Et ce côté très réfractaire à typiquement à TikTok, ah ouais, mais non, c'est que des gamins. Tu vois, ces pensées un peu limitantes qui font que tu te lances sur rien et que tu te contentes de faire ce que tu fais au quotidien. Moi, ça crée énormément de frustration pour moi. Et j'ai toujours considéré les boîtes dans lesquelles je travaillais comme les miennes. C'est-à-dire que je me donnais à fond. J'ai jamais compté mes heures. Voilà. Alors, je dis pas que j'étais un martyr de travail, hein, et que je travaillais beaucoup plus que tout le monde. C'est pas ça l'idée du tout. Mais je me donnais tout le temps à fond dans ce que je faisais. Et c'est vrai que j'ai eu des frustrations de me dire ça n'avance pas comme je voudrais et je me sens freiné, bloqué parfois et j'ai pas de potentielle solution si on me bloque au-dessus de moi en fait. Et est-ce que le fait d'avoir travaillé, en tout cas d'avoir fait ton stage chez Winvest, qui a été quand même une agence qui a été quand même une expérience qui t'a marqué, est-ce que ça a orienté tes choix par la suite et est-ce que ça a surtout influencé sur la création, enfin, est-ce que ça a eu un impact sur la création de Brick? Bah carrément, en toute transparence, l'immobilier c'est pas un secteur qui me parle plus que ça. Je l'ai dit, ma passion c'est plus le sport, c'est les voitures également. L'immobilier, alors comme tout le monde, j'aime bien les belles maisons, si, il y a un côté très attrayant dans l'immobilier, mais c'est pas une passion pour moi. Par contre, ce qui me passionne, c'est de créer, c'est de développer des concepts. Et Brick aujourd'hui, c'est ça, c'est un concept. Et ça, je le dois en grande partie forcément à mon expérience de chez Winvest, où je retiendrai une phrase qui m'a marqué de John Pham, et il m'a dit si ton métier ne te plaît pas, juste crée-le en fait. Et eux, c'est ça qu'ils ont fait. Ils se sont dit le marché de l'immobilier, tout le monde fait la même chose, c'est quelque chose de très vieillissant. Il n'y a plus vraiment de gens qui sortent du lot en termes d'acteurs de marché. Et eux, ils se sont dit, si ça ne nous correspond pas de faire de l'immobilier de cette manière-là, on va créer notre manière de travailler. Ils avaient vraiment une vision très out of the box, en se disant, il y a la voie principale toute tracée depuis des décennies, mais c'est pas là que j'ai envie d'être, parce qu'elle ne me correspond pas à cette route. Alors je vais créer une route parallèle ou perpendiculaire, c'est selon, dans laquelle on va vraiment développer notre propre concept et essayer d'avancer. Et ça, c'est exactement ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on met en place chez Brick aussi. Et d'ailleurs, en créant Brick, est-ce que vous avez eu peur de la concurrence? Parce que c'est vrai que à Moucron, le secteur de l'immobilier, il est assez surexploité même. On manque pas d'agences dans la région. Il y a des agences aussi qui sont là depuis des années. Est-ce qu'en créant Brick, vous ne vous dites pas que c'est peut-être pas perdu d'avance, mais en tout cas que ça va être assez compliqué? Forcément, ça fait partie de la réflexion. C'est vrai que quand on s'est lancé, il y avait 17 autres agences déjà présentes sur le secteur. Il y a 50 000 habitants à Moucron. Le ratio n'est pas bon. On est d'accord qu'il y a beaucoup trop d'acteurs sur le marché pour l'offre et la demande. Il y a aussi nos familles et nos proches qui nous ont dit mais pourquoi vous faites ça? Il y a déjà trop d'agences, enfin, vous êtes complètement fous. Vous avez tous les trois, que ce soit Max, John ou moi, des belles places, bien rémunérées, avec un bon cadre de vie. Pourquoi est-ce que vous allez prendre autant de risques dans un secteur qui est complètement bouché, qui plus est que les gens n'apprécient pas forcément? Et en fait, c'est ce qui m'a donné encore plus envie d'y aller. Parce que j'ai cette mentalité un peu de justice, dans le sens où je me suis dit, si les gens n'aiment pas ce métier-là et qu'il y a autant d'acteurs et qu'ils en ont cette image très néfaste, c'est d'autant plus intéressant pour moi d'essayer d'aller changer ça, d'essayer de créer une différence. Le mot différence, il a beaucoup d'importance pour nous chez Brick. C'est le slogan Brick de Rules, c'est casser les codes. C'est exactement ça qu'on a voulu faire. C'était notre mission et notre vision en même temps. Et on s'est dit, de toute manière, il y a de la place au soleil pour tout le monde. On va juste ne pas regarder ce que font nos concurrents, toujours dans ce même esprit que Winvest, de se dire, ça ne nous plaît pas leur manière de faire,
Mais c'est pas grave, on va pas les embêter, mais nous par contre on va faire complètement différemment. On va tracer notre propre chemin, sans regarder à gauche ni à droite, essayer d'avancer le plus vite possible, le mieux possible, en faisant ce qu'on a envie de faire de la manière dont on a envie de le faire. En ayant toujours cet objectif, cette mission de redorer le blason de l'agence immobilière, d'essayer de faire aimer l'immobilier et l'agent immobilier à nos clients, en étant conscient évidemment des freins, des obstacles qui allaient se dresser devant nous. Et d'ailleurs, on n'a pas été déçus. Ouais. Mais donc en créant Brick, vous avez un positionnement qui est assez différenciant. Vous êtes finalement à la fois une agence immobilière classique, mais à laquelle vous avez ajouté en plus en interne une agence publicitaire spécialisée dans l'immobilier. Est-ce qu'au quotidien, les clients comprennent bien la plus-value en fait que ça représente ? Ouais, c'est une bonne question. Je dirais oui et non. Il y a certains clients qui viennent spontanément vers nous. C'est un peu comme ça qu'on a conçu le modèle et pour cette raison qu'on a choisi ce positionnement. C'est pour attirer une clientèle qui nous ressemble et qui comprend notre différence et la plus-value que ça peut représenter pour eux. Donc ces clients-là, ils viennent, ils ont déjà choisi le prénom de la maison et puis c'est du tout cuit pour nous. Donc ça, c'est top. C'est des clients qui connaissent déjà en fait le concept Brick. C'est ça. Donc c'est des gens qui ont déjà pu expérimenter peut-être le concept à travers des amis de leur famille qui leur ont dit voilà, ça s'est passé comme ça et ça leur convient et donc ils viennent vers nous. Ou alors ce sont des gens qui ont vu notre publicité, qui suivent nos réseaux sociaux, qui font partie de notre communauté, qui adhèrent au concept et qui se font du coup un peu ambassadeurs et qui peut-être même s'ils ont un projet vont nous contacter spontanément en disant les gars c'est trop cool ce que vous faites, j'adore la manière dont vous communiquez, je dois vendre ma maison, je veux le faire avec vous. Ça nous arrive bien souvent et ça c'est magique pour nous parce qu'on n'a pas besoin alors de se battre avec nos concurrents et c'est là où c'est important de créer une voie qui est parallèle à ce que font nos concurrents, c'est que on offre en fait un service différent qui correspond à une certaine clientèle, qui ne correspond pas à tout le monde, ça on en est bien conscient. Néanmoins, comme on arrive à se différencier, eh bien on doit moins se justifier, on doit moins vendre notre service et moins en fait être en concurrence avec nos concurrents justement. D'accord. C'est vrai que chez Brick, vous avez, en plus d'une stratégie différenciante au niveau du marketing, je sais qu'en interne, dans les outils que vous utilisez tous les jours, vous avez d'ailleurs vous-même développé votre propre outil de gestion, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ça fait partie de cette pensée globale où on se dit le monde de l'immobilier tel qu'il est ne nous plaît pas. On est parti beaucoup du vécu, du ressenti de Max, qui est l'agent immobilier du groupe, de ses propres frustrations en tant qu'agent immobilier, que ce soit au sein de son agence ou même du milieu de l'immobilier de manière classique et générale. Et en fonction de ça, on a bâti notre modèle. Après, on a dit, ok, ce modèle-là, comment est-ce qu'il peut fonctionner ? Donc on a essayé les outils qui existaient déjà sur le marché. Il y a plein d'acteurs là-dedans. C'est la PropTech, tout simplement. On a tout testé. Ça nous convenait pour débuter, mais très vite, on a senti que ça ne collait pas à notre modèle. Et donc on s'est dit, on va le développer nous-mêmes l'outil, puisque au moins on aura quelque chose qui correspond pile poil à notre demande. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers des solutions comme Inno Solutions justement, qui a créé pour nous donc, notre CMS, qui a développé le site internet basé sur le CMS et qui est un outil qui aujourd'hui est adapté précisément à notre utilisation. Je ne pense pas que ça puisse correspondre à une autre agence immobilière qui travaille plus de manière classique, mais en tout cas pour nous, ça a vraiment révolutionné notre quotidien. Ça a vraiment propulsé notre efficacité dans l'automatisation de toutes nos tâches, dans l'aspect de la gestion aussi de notre portefeuille de biens, notre portefeuille de contacts, la transmission des infos en interne surtout entre les agents, le back-office, la direction également. Et ce n'est que la version 1.0 si je puis dire. On a déjà entre guillemets défini le prochain module qu'on viendra intégrer dedans, qui sera un module de comptabilité pour nos agents. Ils pourront facturer en direct depuis le CMS. Et en fait, tous ces modules-là, on vient les ajouter progressivement parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a que 3 ans. Donc, on a des moyens qui sont forcément proportionnels à notre longévité. Donc, tout ça coûte beaucoup d'argent, le développement d'un outil informatique. Et c'est vrai que même si on aimerait aller vite et déjà avoir l'outil tel qu'il est dans notre tête aujourd'hui, ce n'est pas toujours possible. Donc, ça, on doit être un petit peu patient et se faire à l'idée qu'on ne peut pas tout avoir tout de suite. Ouais, c'est sûr. Et après, dans tous les cas, en 3 ans, vous avez déjà construit énormément de choses. Donc, ok. Alors, on parle de stratégie différenciante et d'utilisation d'outils que vous avez vous-même développés. J'ai un peu préparé cet épisode, évidemment. Et je me disais que ce serait marrant de faire un petit jeu.
Je sais qu'au quotidien, vous utilisez régulièrement l'intelligence artificielle pour parfaire vos services. Alors j'ai posé une question bien précise à ChatGPT qui m'a développé une réponse en plusieurs points et j'aimerais qu'on passe chaque point en revue et que tu les commentes. Est-ce que ça te dit ? Bah carrément, let's go. Ok, super. Donc pour commencer, je vais te dire la question que j'ai posée. Donc c'était comment se démarquer en tant qu'agence immobilière en Belgique en 2024. Et son premier élément de réponse était avoir un site web moderne, intuitif et réactif, ainsi que développer une stratégie de référencement. Alors chez Brick, je sais que vous avez fait le choix de faire une refonte entière de votre site internet après seulement 2 ans. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ? Alors, bonne question. En fait, de prime abord, le tout premier site qu'on a eu a été développé par des Français dans le sud de la France que Max connaissait de ses précédentes expériences. On n'avait pas 1 euro, à vrai dire, pour faire ce site internet. Donc on a dû être créatif. C'est-à-dire que ce site, je l'ai dessiné moi-même, très bêtement, sur des feuilles blanches, où je faisais des cases en disant ça c'est une image, là c'est une vidéo, là il y a un bouton, ça ramène vers ça. J'avais étalé sur une table, on avait une 50aine de pages dessinées. De ça, on les a transformés en maquettes sur Photoshop pour vraiment venir poser tout le branding de Brick. Et en fait, on y a été un petit peu au culot avec cette agence. On a été les voir en disant vous développez des sites pour des agences immobilières, ça coûte 10 000 euros hors TVA. Nous, on les a pas. Par contre, on a déjà dessiné le site, les fonctionnalités. Ce qu'on vous propose, c'est que vous le fassiez pour 1 000 euros, parce que c'est tout ce qu'on avait en vrai. Et par contre, vous pouvez le revendre à d'autres agences s'il vous plaît. Et ça leur a plu. Ils ont vraiment adhéré un peu à cette vision très moderne du site internet qui était un peu disruptif, qui cassait les codes par rapport au site classique d'une agence immobilière où tu as l'onglet acheter, louer, voilà. Et du coup, ils ont dit ok, ça marche, deal, on fait ça. Ok, donc vous avez développé vous-même votre propre template qu'ils ont pu réutiliser par la suite, c'est ça ? C'est ça. Alors on avait quand même négocié une zone dans laquelle ils ne pouvaient pas le revendre pour que nos concurrents directs ne puissent pas nous absorber dès le premier jour en nous tuant dans l'œuf. Évidemment, oui. Et alors c'était un outil c'était un site web qui était directement connecté à l'outil que vous aviez développé en interne ? Non, ça c'était avant, c'était vraiment au tout début de l'aventure. Ça c'était le premier site qu'on a fait, donc dès la première semaine d'existence. Et on utilisait l'outil de ces développeurs en fait, qui est Alvin, qui nous ont énormément aidé au lancement de l'entreprise. Voilà, donc leur outil s'appelait E2, il était connecté à ce site. Et en fait, quand on a pivoté le modèle et qu'on s'est dit tiens maintenant il nous faut un outil sur mesure adapté à nos besoins réels, l'objectif étant de pouvoir scaler notre modèle pour ouvrir une deuxième, une troisième, une quatrième agence le plus rapidement possible. Voilà, leur outil a montré certaines limites par rapport à ce qu'on avait vraiment envie de faire. Je pense qu'il est adapté à 99% des agences un peu plus traditionnelles, mais disons que nous, ça ne fonctionnait plus. Donc c'est là où on s'est tourné vers InnoSolutions, après 2 ans d'existence, pour à la fois refaire le site, de manière à ce qu'il puisse être prêt à accueillir 2, 3, 4, 5 agences, ce qui n'était pas le cas du premier site internet, qui était très beau, très bien pour l'échelle locale de Moucron, mais qui manquait alors de pertinence, ou qui aurait dû être de toute manière retravaillé, parce qu'on avait ouvert à ce moment-là une deuxième agence. Donc si je reviens à ce deuxième site, en même temps on a fait l'outil parce que c'était assez pertinent et on s'est dit ok, autant investir maintenant correctement dans ce site internet pour qu'il puisse nous suivre en fait dans l'évolution de la boîte et qu'il puisse être pertinent même si demain on doit avoir 10 agences et partout en Belgique. Et cet outil vous l'avez appelé la Fabrique, c'est ça ? Non, la Fabrique c'est encore autre chose, on pourra en parler après si tu veux. Ce CMS qui a été développé par Inno, on l'a appelé Donna parce que t'as la ref ? Oui, bien sûr. Ok. Suits ? Ouais, tout à fait. Ouais. Donc Donna c'est la secrétaire de direction de Harvey Specter dans la série Suits. Max, John et moi on est des grands fans de cette série et surtout de Donna qu'on trouve d'ailleurs si on a un profil comme Donna on signe tout de suite. Non, mais voilà, c'est pour ça qu'on l'a appelé Donna, parce que c'est vraiment le centre névralgique de Brick. C'est là où se trouvent toutes les datas de tous nos dossiers, de tous nos biens, de tous nos contacts. L'agenda des agents se trouve aussi à cet endroit-là, toutes les statistiques, tout ce qu'on peut trouver lié à l'infrastructure, l'administratif et le juridique de Brick se trouve à l'intérieur de ce CMS chez Donna. Et alors la Fabrique, qu'est-ce que c'est ? La Fabrique, c'est un autre logiciel qu'on a développé avec un copain d'enfance, Clément pour le coup, qui était freelance en fait, un mec un peu un génie comme ça de l'informatique, qui a développé ça pendant un an et demi. Il était occupé de
de se reconstruire professionnellement. Ça l'arrangeait bien d'être dans nos bureaux et de travailler là-dessus. Ça lui donnait vraiment de quoi travailler et forcément un peu d'argent aussi. Et la fabrique, en fait, c'est un logiciel qui nous permet de créer des rapports d'estimation sur mesure, personnalisés pour chacun de nos agents, sur base en fait de formulaires, si tu veux, à remplir. Et à la fin, ça te génère un PDF qui compile toutes ces datas, qui les met en forme pour qu'on puisse avoir un dossier de 5-6 pages à remettre en direct chez le client et qui soit alors aux couleurs de briques, avec la photo de l'agent, avec les caractéristiques du bien, les prix conseillés et ainsi de suite. Donc vous avez un petit peu créé votre propre IA finalement. Alors ouais, c'est pas tout à fait une IA dans le sens où il n'y a pas de prompt qui te génère quelque chose. C'est des datas que tu encodes. L'agent fait le tour du bien quand il est sur place. Il encode les paramètres de la maison, les volumes, etc. Toutes les infos qu'on a besoin en fait pour mettre en vente. Et à la fin, il donne lui son estimation de prix. Et sur toutes ces informations, ça vient compiler un beau PDF, brandé, etc., qui est remis à ce moment-là au propriétaire. Donc c'est pas tout à fait une IA, mais c'est quand même un beau logiciel qui nous a permis de, encore une fois, créer une différence. Là où beaucoup d'agents, en tout cas dans la région, arrivent, je ne vais pas dire les mains dans les poches, mais ils font le tour de la maison en 15 minutes, ben voilà, ça vaut autant. Dans le meilleur des cas, ils renvoient un petit mail le lendemain en disant « je vous confirme bien la valeur de votre bien ». Certains ont des rapports d'estimation, mais qui sont très dépersonnalisés. C'est une feuille A4 où ils mettent un prix, et puis finalement, les 3/4 de la page, c'est juste les informations de l'agence avec l'adresse, les trucs. Enfin voilà, ça manque un peu de pertinence. Nous, on a voulu, à tous les niveaux possibles, créer ce décalage, à la fois dans le branding, à la fois dans la personnalisation de l'approche, et aussi dans la précision des informations. C'était très important pour nous. Et en fait, ça vous fait gagner du temps sans perdre de la qualité dans votre service. C'est ça, ça nous fait gagner du temps, ça fait partie d'un process, c'est-à-dire que cette estimation, forcément, c'est de la data. Cette data, on peut l'extraire au back-office quand le bien il est rentré, que l'agent il a signé son contrat. Automatiquement, on reçoit l'information et on sait que le dossier d'estimation s'est transformé en contrat. On reçoit un email automatique avec toutes les datas et la personne qui est en charge de l'encodage, en fait, elle n'a même plus de questions à poser, même si elle n'a pas vu le bien, elle a absolument toutes les données nécessaires pour pouvoir créer le bien sur notre site. Il manque forcément les photos, mais c'est tout. Ok. Et en parlant de gagner du temps, le deuxième élément de réponse que j'ai reçu, c'était mettre en avant des fonctionnalités telles que des visites virtuelles et des vidéos. Alors, toute personne qui suit un peu Brick sait que vous mettez en place une vidéo de présentation pour chaque bien. Est-ce que ce ne serait pas un gain de temps pour vous, finalement, d'utiliser des outils tels que la réalité virtuelle ou la réalité augmentée pour mettre en avant les maisons ? On a eu cette discussion au tout début de l'aventure avec Max, de se dire, tiens, est-ce qu'on fait des visites virtuelles ou pas ? On a choisi de ne pas le faire pour une simple et bonne raison, c'est qu'on trouve ça très dépersonnalisé, très froid. On n'aime pas trop non plus le côté où finalement c'est un peu voyeur, dans le sens où on peut aller se balader dans la maison des gens, il y a leurs affaires, il y a leurs photos, enfin, et on peut y aller, y accéder dans le moindre recoin à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ça ne faisait pas partie de notre vision. On le dit souvent, on aime bien de remettre l'humain au centre de toute la transaction immobilière. Et pour nous, c'est important, l'aspect visite. Les gens ne doivent pas, à notre sens, pouvoir visiter le bien sans notre présence. D'où le fait qu'on soit parti plutôt sur une vidéo qui joue beaucoup plus sur l'effet émotionnel parce qu'on a une musique, parce qu'on peut avoir une narration, on peut avoir une construction. On montre ce qu'on a envie de montrer. Tandis que la visite virtuelle, les gens regardent ce qu'ils veulent regarder. C'est complètement différent dans l'approche. Donc la vidéo, oui, très important pour nous. Le format évolue avec le temps. Au début, on était sur des formats un peu plus longs, horizontaux, avec l'agent qui était omniprésent, qui présentait réellement la maison avec le micro, donc un cadre très professionnel, des sous-titres. On s'est rendu compte que le format il s'essoufflait un petit peu. Il marchait encore bien sur notre site internet pour les gens réellement intéressés par la maison, ceux qui l'ont visité et veulent revoir un petit peu pour se souvenir. Il marchait beaucoup moins pour notre communauté au sens large du terme, en termes d'interaction et d'engagement. Donc le format il a évolué, on est passé sur du vertical. Voilà, là on rentre un peu dans la technique, c'est pas très important. Néanmoins, on garde toujours cet aspect vidéo qui est vachement important pour nous. Ben justement, quand tu dis que ça marchait un petit peu moins, je pense que tu parles des réseaux sociaux principalement, oui. C'est ça ? Ben justement, le troisième élément de réponse, il vous conseille d'utiliser des réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook et LinkedIn. Moi, ça m'a marqué parce qu'il ne mentionne pas TikTok. C'est vrai qu'on a en tête que c'est un réseau social qui a une cible assez jeune, qui a un public assez jeune.
Pourtant, vous avez fait le choix de communiquer dessus assez régulièrement. Pourquoi est-ce que vous voulez être présent sur ce réseau-là, en sachant que la cible qui sera touchée n'a peut-être pas le pouvoir d'achat qui est nécessaire pour passer via Brick? Alors, avant de rentrer dans le sujet TikTok, je tiens quand même à préciser que c'est important déjà d'être présent sur tous les médias qui existent. En immobilier, il n'y a pas de règle générale. On peut acheter une maison dès nos 18 ans, parfois même avant, jusqu'à 95 ans si on a envie d'acheter une maison à 95 ans. Et chaque média correspond à un groupe cible plus précis. Facebook, on est sur notre cible plus quarantenaire aujourd'hui. Instagram, qui est notre média le plus important, on est dans notre cœur de cible entre 25 et 35 ans. Et par contre, TikTok, on voulait y être présent dès le départ pour plusieurs raisons. Parce que déjà, au moment où on s'y est inscrit, ça restait un peu les prémices. Il n'y avait aucune agence immobilière présente sur TikTok. Et toujours dans cette logique de dire on va aller là où les autres ne sont pas. Casser les codes. Exactement. Et faire ce que les autres ne font pas, il fallait qu'on soit sur TikTok. Au-delà de ça, le média, il est super fun à utiliser. C'est, je pense, aujourd'hui le seul réseau social où il est encore possible, sans avoir une communauté très conséquente, de pouvoir faire des résultats de visibilité stratosphériques. Je prends un exemple, on a fait une petite vidéo avec des stagiaires il y a quand même presque un an, je crois. On a eu plus de 250 000 vues sur cette vidéo, qui était en fait la mise en lumière d'un insight très classique en immobilier, le fait que les jeunes couples, quand ils visitent, ils aiment bien la maison, ils revisitent toujours avec les parents, et tu as toujours l'oncle bricoleur qui sait tout dans le bâtiment, qui vient avec, qui toque sur tous les murs pour dire ça c'est du placo, ça c'est un cache-misère, ça c'est pas bien, etc. On a mis en lumière ça à travers une petite vidéo assez marrante, et ça a cartonné. Et ça aujourd'hui, il n'y a aucun autre réseau social qui permet de le faire. C'est vrai que sur Meta, en organique, tu n'aurais jamais ce reach-là, c'est impossible. Impossible. En organique, sans payer 250 000 vues, c'est impossible. À moins que tu aies une communauté de 5 millions de personnes, et encore. Et alors l'autre point essentiel, c'est qu'une entreprise, il faut le voir sur le long terme. C'est pas, tiens, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai fait, combien de visibilité j'ai obtenu. C'est plutôt voir vers où on veut aller. Et TikTok, oui, certes, c'est plus jeune que les autres réseaux sociaux en termes d'utilisation, mais il ne faut pas oublier que ces gens-là sont les acheteurs de demain et les vendeurs d'après-demain. Donc si on a déjà cette communauté qui nous est acquise aujourd'hui, dans 5-10 ans, ces gens-là, d'office, ils vont revenir vers nous naturellement puisqu'ils seront déjà acquis à notre cause, ils feront déjà partie de notre écosystème, ils auront compris notre différence et au-delà de ça, ils auront même participé à créer cette différence. Ça, c'est hyper important. En fait, c'est à la fois un avantage et une complication dans le sens où dans l'immobilier, vous allez toucher finalement toutes les générations. Et donc, il faut pouvoir parler à chacune d'entre elles en ayant quand même votre positionnement central. Bien sûr. Je voudrais quand même ajouter quelque chose. Quand on regarde un petit peu les stats d'utilisation de notre compte TikTok et de nos vidéos, aujourd'hui, la cible qui regarde le plus nos vidéos, ce sont des 25-35. À peu près 60%, je ne sais pas exactement, je l'ai regardé il y a quelques jours. C'est quand même significatif aussi d'une transition d'une génération qui est quand même plus si jeune que ça vers ce nouveau, alors je dis nouveau réseau social, c'est pas nouveau TikTok, mais c'est vrai que on a un peu encore ce cliché qui s'efface quand même de se dire c'est pour les gamins, c'est pour faire des conneries, des danses. Faire de la danse, ouais. Faire de la danse, c'est quand tu demandes à mes parents, ils vont te dire TikTok, c'est des gamins qui dansent. Non, c'est pas du tout ça TikTok, c'est plus du tout ça, je dirais. Et c'est hyper important d'être présent aujourd'hui sur TikTok. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez un âge moyen du client chez Brick ? Alors, c'est pas une data que j'ai, c'est une data qui peut être intéressante pour nous. Je vais te donner mon ressenti plutôt, puisque j'ai pas l'information précise. Je pense qu'on doit être aux alentours des 35-36 ans. Ah oui, donc ça reste jeune. Ouais, en fait, la tranche des 35 ans en immobilier, c'est pratiquement le cœur de cible le plus rentable. Parce que tu vas souvent être sur des gens qui sont déjà propriétaires d'un bien depuis 5 ans, qui ont peut-être une famille qui commence à grandir, qui ont peut-être envie de passer de la maison de rangée à la 3 façades, la villa, pour agrandir un petit peu leur confort. Et ces gens-là, ils sont doublement rentables parce qu'ils vont acheter une maison, ils vont en mettre une en vente, ils connaissent dans leur entourage plein d'autres gens qui sont dans la même situation. Et donc, si tu fais bien ton travail avec eux, potentiellement, ils vont te recommander auprès de cibles qui sont également, elles aussi, rentables. Et ce qui est bien dans notre système, c'est que le branding qu'on a mis en place, la communication qu'on met aussi en avant, elle a tendance à parler à cette cible-là. Oui, elle est assez accessible, ça c'est certain.
D'ailleurs, en parlant d'utilisation des réseaux sociaux, le 4e et dernier point abordé par ChatGPT, c'était collaborer avec des influenceurs locaux ou des personnalités du secteur immobilier pour accroître la visibilité de votre agence. Est-ce que c'est quelque chose de possible, ça, ou en tout cas de pertinent, de faire des partenariats au niveau local et principalement ici à Moucron en tout cas? Alors, au niveau local, je ne sais pas. Après, voilà, je t'avoue qu'ici, on est en contact avec Affida Turner en ce moment. Non, je rigole, bien sûr. Pitié, non. Je rigole. Non, mais c'est vrai que dans l'immobilier, il n'y a pas vraiment d'influenceurs. On est plus aux États-Unis de ce côté-là où, ouais, il y a des agents immobiliers stars, un peu à la Stéphane Plaza, mais qui est un modèle à part entière. Et comme on le voit dans l'agence aussi. Oui, exactement. Donc dans l'agence, la série, voilà, on sent qu'il y a peut-être un engouement pour ce côté influenceur de l'immobilier. Aujourd'hui, nous, déjà, on n'a pas la prétention à l'être et à le devenir. Et puis c'est de l'immobilier haut de gamme aussi. C'est de l'immobilier haut de gamme, du luxe. Très haut de gamme. Bien sûr, c'est ce qui vend du rêve aux gens, donc c'est ce qui va forcément les attirer. Nous, on fait tout type de produits. On a des penthouses à 1 million d'euros. J'ai aussi une maison à 85 000 euros ici en vente. Donc voilà, tant qu'on n'est pas cantonné à l'ultra luxe, devenir influenceur dans l'immobilier, ça reste assez difficile. Par contre, dans notre modèle, c'est un peu la promesse qu'on tient envers nos agents et c'est notre modèle, c'est de dire on va créer votre image de marque. On a un service marketing et com qui est dédié à nos agents. Tu l'as dit au début du podcast, on est en fait une agence de service pour des agents immobiliers. On fait de la com, on fait du marketing, on développe leur image de marque et on les met en avant à l'échelle locale. Parce que pour nous, c'est très important. Les gens confient leur projet immobilier à quelqu'un qu'ils connaissent, qu'ils ont déjà vu dans leur entité, dans leur ville. Et donc, c'est primordial pour nous de mettre en avant l'agent immobilier. C'est pour ça qu'il y a sa photo sur le panneau. C'est pour ça que toutes nos publicités, bien sûr, le logo brique, il est présent, mais en tout petit. Et c'est toujours un agent qui illustre un propos. Les vidéos, quand on vulgarise un concept immobilier, c'est toujours un agent du réseau qui l'explique. Et ça permet de garder ce côté humain alors aussi. Exactement. Ça fait partie de cette stratégie et ce positionnement de dire c'est l'humain avant tout. Parce que c'est Gaëtan ou c'est Igor qui est en fait le responsable de ton projet de vente, d'achat immobilier. Derrière, il y a la technobrique qui vient en soutien pour le renforcer lui, mais c'est vraiment la figure de proue en fait, l'agent immobilier chez nous. Et en dehors de cette partie peut-être plus représentative, au niveau des partenariats, alors oui, vous ne faites pas de partenariat rémunéré. Par contre, moi je vous suis au quotidien évidemment et je sais que vous aimez en tout cas vous entourer de partenaires qui ont la même vision que vous, pas forcément même dans l'immobilier. Je pense à votre soirée des 3 ans, vous vous êtes entouré de Gauthier Lepers avec Lemon Food, etc. Vous travaillez aussi en collaboration avec Marion pour Unique. Est-ce que c'est un choix qui vous semble important à faire au quotidien, de vous entourer de personnes qui ont la même vision que vous? Bien sûr, nous, on est des très jeunes entrepreneurs, on est à notre début de parcours et c'est important pour nous d'essayer de s'entourer au maximum d'autres entrepreneurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, peu importe, mais qui ont encore cette vision comme nous d'essayer de créer toujours plus de services pour nos clients et d'être vraiment dans un niveau, dans un standard de qualité très élevé, d'être orienté expérience client. Ça, c'est très important pour nous. C'est pour ça, comme tu l'as dit, qu'on a choisi Lemon Food, Gauthier, pour la restauration à notre soirée des 3 ans, parce que c'est un mec, encore une fois, qui sort du cadre. C'est pas un traiteur traditionnel qui vient, qui a tes zakouskis, qui fait ton mignon de porc avec une purée, une ballotine de haricots. Le mec nous a emmenés dans un voyage. On a eu 3 stands de nourriture complètement exotiques, issus de son propre parcours professionnel. Il a travaillé aux 4 coins du monde. Quand il est venu ici un peu pitcher son service et qu'on a décidé ensemble les plats qu'il allait servir, rien que là, j'ai vécu personnellement une super expérience. Il m'a emmené dans ses voyages en m'expliquant ouais, je vais te faire un truc malaisien, j'ai oublié le nom, bref, on s'en fout, mais finalement, il est aussi dans la personnalisation de son service. Exactement, c'est exactement ça. Il m'a vendu qu'en fait, son truc malaisien, il l'a appris d'un chef dans un petit boui-boui là-bas où il dormait au-dessus du restaurant et qui travaillait gratos, mais que la promesse du patron, c'était je vais t'apprendre à cuisiner comme moi je le fais et en échange, je te laisse dormir, mais je te paye pas. Enfin, il a eu un parcours de vie extraordinaire et ça, il le transmet dans son service, dans ce qu'il propose. Et ça, c'est ce qui m'intéresse moi. Marion, c'est un peu pareil, c'est une architecte d'intérieur. On avait une problématique de service où on voulait pour nos biens à travaux
avoir des projections 3D, mais également avoir des devis détaillés pour dire aux gens, bah oui, ça peut ressembler à ça, mais en plus, ça vous coûterait ça. Comme ça, on vend la maison, il signe le devis, Marion prend le relais, s'occupe du coup des travaux, et les gens, après, quand ils reçoivent les clés, bon, on compte 2-3 mois en fonction du bien, et ben, ils reçoivent en fait un bien clé en main, en partant d'un truc qui était complètement à rénover. Et ça, pour nous, bah, c'est une plus-value, ça nous permet de vendre plus facilement les biens. Elle, bah, ça lui donne du travail, mais au-delà de ça, on associe nos images, et ça, pour moi, c'est la nouvelle manière d'entreprendre. On n'est pas seul dans son bateau, on avance ensemble et on s'élève tous ensemble. Et puis ça permet au client aussi de se projeter directement dans son futur bien. Peut-être qu'il n'aurait pas fait d'offre sur ce bien-là en question s'il n'avait pas eu la 3D et la vision de à quoi il pourrait ressembler une fois les travaux terminés. Mais carrément, c'est exactement pour cette raison-là que le service a vu le jour. On avait en fait un cas pratique d'un appartement complètement à rénover, années 80, qui était dans son jus. Monsieur, il avait 102 ans, il vivait là. Beau potentiel, 80 mètres carrés, très bien mis dans Tournai. On a eu quelques visites au début, pourtant le prix n'était pas très cher. Et en fait, personne ne se place. Parce que les gens, comme tu le dis, ils n'arrivent pas à se projeter. Ils voient cette vieille moquette, ils voient cette cuisine qui est dans un bloc fermé. C'est compliqué, hein. C'est pas donné à tout le monde finalement de se projeter. Exactement, ça correspond plus du tout aux critères et aux standards de modernité d'aujourd'hui. Et les gens, pour eux, c'est une montagne de travaux. Comment ils vont faire, combien ça va coûter, est-ce que les artisans vont être disponibles, comment ils vont coordonner tous les corps de métier. Et donc, c'est là où je suis allé voir Marion en disant, est-ce que tu peux nous faire des 3D ? Est-ce que tu peux jouer avec ton relationnel, tes artisans, plus les nôtres qu'on a aussi développés en parallèle pour essayer de constituer un devis précis. Et nous, on va faire un petit dossier qui est téléchargeable sur la page du bien sur notre site, avec les 3D directement pour attirer quand même le client. Et en fait, hop, pic de visite. On a eu 15 visites dans les 2 semaines qui ont suivi cette mise en place. Incroyable. On a eu une offre au prix ferme d'un investisseur qui non seulement a fait les travaux exactement comme on l'avait mis dans le devis, mais qui en plus de ça nous a donné la gestion locative de son bien. Donc en fait, la boucle, elle est bouclée. D'une problématique où tu n'arrives pas à vendre un bien et tu ne vas pas avoir ta commission, tu risques même de perdre le contrat. Tu réussis à le vendre, donc tu prends ta commission. Ça fait travailler Marion, ça crée du contenu pour nous parce qu'on a forcément tout un projet sur lequel on communique avec des avant, pendant, après du chantier. Tu as développé ton service, donc c'est encore une corde en plus à ton arc. Et à la fin, tu récupères une gestion locative, ça crée du passif dans ta boîte et ça fait travailler tout ton service location. Voilà, c'est comme ça qu'on crée aussi une plus-value. Donc, le partenariat, on le fait aussi parce qu'on aime s'entourer de gens qu'on apprécie et dont on respecte le travail. Mais au-delà de ça, il y a quand même un aspect business qui est évidemment important. Et aussi un aspect, l'aspect de proposer un service qualitatif à vos clients et qui soit complet en fait. Ouais. Mais c'est super intéressant et c'est vrai que vous aviez fait je pense un épisode vraiment dédié à Unique avec Marion qui se trouve je pense sur votre chaîne YouTube, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ok, donc peut-être que si vous êtes intéressés, vous les auditeurs, à en savoir un petit peu plus sur Unique, on vous invite vivement à aller consulter cette interview. Pour notre part, on a fait le tour des points soulevés par ChatGPT. C'est évidemment pas une liste exhaustive, hein. Vous pouvez d'ailleurs faire le test par vous-même. Les réponses varient à chaque fois. Moi, j'ai une dernière question pour toi, parce que tous ces points, finalement, ils mettent en avant la plus-value que vous pouvez apporter, évidemment, aux biens immobiliers, mais aussi, du coup, à vos clients. Est-ce que le fait que vous soyez, du coup, plus qu'une simple agence immobilière classique, mais que vous soyez aussi une agence de pub spécialisée dans le secteur de l'immobilier, est-ce que c'est aussi quelque chose qui compte pour les agents que vous recrutez ? Alors c'est l'essentiel de la raison pour laquelle des agents nous rejoignent aujourd'hui, c'est que pour être un agent immobilier performant, il faut avoir une multitude de casquettes. Il faut déjà être bon commercialement parlant, c'est-à-dire rentrer des contrats, les sortir, ça c'est l'essentiel du business. Il faut avoir un bagage technique, juridique et administratif qui est de plus en plus conséquent. Il y a 5 ans de ça, Max adore le dire, un compromis de vente c'était 5 pages, aujourd'hui c'est 30-35. Il y a de plus en plus d'attestations, de cas pratiques à connaître et de législation qui entrent en mesure. Donc voilà, il faut quand même être préparé à ça. C'est extrêmement chronophage, toute la constitution de ces dossiers, le suivi avec les notaires, etc. Et alors il y a forcément tout le volet marketing et communication qui est un peu lié aux deux. Ça te permet en fait de rentrer plus de contrats, de les sortir également. Et ça, c'est aussi chronophage, ça demande des connaissances et des compétences, pareil, qui sont de plus en plus abouties. On parlait tout à l'heure de TikTok. Un agent immobilier qui aurait 40 ans aujourd'hui, TikTok, ça le dépasse clairement.
Et je dis TikTok, mais Instagram c'est pareil, Facebook, un site internet, voilà. Tout ça en fait qu'un agent immobilier n'a que 24 heures dans une journée, n'a que 7 jours dans une semaine, et que pour lui, s'il veut être performant, c'est pratiquement impossible de se démarquer au regard d'autres agences immobilières qui, eux, multiplient ses compétences. Il faut optimiser. Exactement. Et ça, c'est la promesse que nous, on tient chez Brick. En fait, l'agent chez nous, il ne se cantonne qu'à ce qu'il sait faire le mieux, à savoir être commercial, être en contact avec des gens. Toujours dans cette idée, cette notion de remettre l'humain au centre du processus. L'agent est le point de contact des propriétaires et des acheteurs, et c'est son seul job. Tout le reste, il est géré en interne. On fait sa publicité pour lui, pour ses biens, évidemment. On gère également tout son administratif, on rédige les compromis, on fait le suivi avec les notaires. Et lui, en fait, on place à son agenda la signature avec ses clients. On s'occupe forcément du suivi financier, de la compta. Tout ça est géré pour l'agent immobilier, qui est en fait un peu notre rockstar, quelque part. On fonctionne un peu comme un label. J'aime pas dire qu'on est une franchise parce qu'on n'en est pas une. On n'est pas non plus un réseau de mandataires parce qu'on ne livre pas nos agents à eux-mêmes en leur donnant des outils et que ce soit eux qui doivent les utiliser. On utilise les outils pour eux, pour optimiser leur quotidien. Donc on est vraiment une solution hybride entre le label et la franchise, entre la franchise et le réseau de mandataires. Et donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui on se considère comme un label, un peu comme Universal Studios, qui fait en sorte que quand Shakira arrive sur scène, la salle soit pleine, ça c'est le marketing, que les lumières fonctionnent bien, que les micros soient réglés, ça c'est l'aspect administratif, et qu'il y a un service de sécurité et que finalement Shakira n'est qu'à arriver, danser, chanter et repartir comme une star et prendre son cachet. En fait, c'est exactement ça. Vous êtes un peu des agents d'agents. En fin de compte, Brick c'est quoi ? C'est une marque qui est une prestation de service, marketing, communication, juridique, pour des agents immobiliers indépendants. Et en plus de ça, comme on est une marque, eh bien, ça ramène naturellement des contrats, ça ramène naturellement du business qui est redistribué dans ce réseau. Ok, super intéressant. Merci pour toutes tes réponses. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Par contre, je sais que tu aimes bien clôturer tes interviews en demandant une recommandation culturelle à tes invités. Qu'est-ce que ce serait, toi ? Alors, c'est pas de la lecture, parce qu'en toute transparence, c'est pas que j'aime pas lire, c'est que j'arrive pas à déconnecter quand je suis dans mon quotidien. Donc je ne lis que quand je suis en vacances au soleil sur un transat. Donc c'est plutôt vidéo pour le coup. Moi j'adore Samuel Etienne. Samuel Etienne, c'est vraiment... Question pour un champion ? C'est question pour un champion, oui, mais c'est surtout, pour ma part, c'est surtout un compte sur Twitch que j'adore suivre, où en fait on vient le dimanche matin simplement, il épluche la presse nationale, internationale, il vulgarise un petit peu, et alors il y a des débats avec sa communauté. Tiens, qu'est-ce que vous pensez de tel sujet ? Attention, ici on lit un passage et puis il dit voilà, ce qu'il a voulu dire à travers ses propos, c'est voilà, il vulgarise un petit peu. Il fait en fait au journalisme ce que nous on fait à l'immobilier. Donc je m'y retrouve un petit peu dans sa manière et dans son approche. Au-delà de ça, je trouve le personnage incroyable, gentil, accessible au possible. Il commence à jouer aux jeux vidéo, donc ça devient vraiment ma star absolue. Mais en parallèle, j'aime également regarder les vidéos de The Great Review, qui lui est pour le coup dans le jeu vidéo uniquement, et qui a une force narrative qui est impressionnante. C'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Dans la création des contenus qu'on fait avec Brick, j'essaye vraiment de m'inscrire dans son sillage, dans sa manière de raconter les choses, même sur des sujets qui de prime abord ne m'intéressent mais absolument pas. Je peux rester scotché 50 minutes sur sa vidéo. C'est un orateur. Ouais, c'est ça. C'est un orateur de génie. Il arrive à passer de l'émotion dans la manière d'arriver... il passe de l'émotion dans sa narration, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment... C'est du talent. Je pense que ça ne s'apprend pas. Ouais, c'est sûr. Merci pour cette interview. Je vais te rendre ton rôle de leader pour clôturer cet épisode. Mais en tout cas, merci pour toutes tes réponses et à bientôt. Merci à toi d'avoir joué le jeu. Surtout, ça me fait forcément super plaisir que ça soit toi qui m'aies posé toutes ces questions. J'espère que nos auditeurs auront appris des choses sur Brick et que ça leur a plu de découvrir un petit peu qui j'étais. En tout cas, si vous avez encore des questions, que ce soit pour moi ou sur Brick de manière générale, je vous invite à nous les poser en commentaire. Et forcément, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast et nous aider à le faire grandir, pensez à partager votre avis. C'est gratuit et promis, cela ne vous prendra que 30 secondes. En attendant, merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode.